Les forces de l'ordre ont intercepté près d'1 milliard d'ariars au niveau d'un barrage de police à Nduranfoot. Cette personne, dont 2 étrangers, prenait la direction du Grand Sud à bord d'une voiture Renault Laguna. Les enquêteurs soupçonnent une tentative de blanchiment d'argent. La réouverture de la MBS TV et radio enfreint la loi en vigueur, selon le ministère de la Communication ce jour. Suite à la suspension des émissions de la MBS au mois de janvier 2009, son propriétaire devrait déposer une nouvelle demande d'exploitation. Un mois et demi après le crash du vol MH17, un premier rapport très attendu sur les causes de la catastrophe qui a coûté la vie à 298 personnes devrait lever aujourd'hui une partie du voile sur ce qui s'est passé le 17 juillet dans le ciel ukrainien. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Niveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Bonsoir à tous, vous êtes sur Cool TV et bienvenue à toutes et à tous. Les forces de l'ordre ont intercepté près d'1 milliard d'ariars au niveau d'un barrage de police à Nduranfoot. Cette personne, dont 2 étrangers, prenait la direction du Grand Sud à bord d'une voiture Renault Laguna. Les enquêteurs soupçonnent une tentative de blanchiment d'argent. Reportage. Après le trafic de bois de rose, le blanchiment d'argent pourrait aussi être à l'origine du pillage des richesses nationales de Madagascar. Près de 1 milliard d'ariars, soit aux environs de 300 000 euros, ont été interceptés samedi dernier à Nduranfoot au niveau d'un barrage de la gendarmerie. Cette personne, dont 2 étrangers, 5 malgaches, gagnaient le Grand Sud. Des sources proches de l'enquête révèlent qu'elle se rendait à Ilagag, capitale du Saphir. D'après les informations, cette masse d'argent proviendrait d'une opération de change de devises étrangères effectuée dans le quartier d'Analakel, dans des officines clandestines. Comme on peut le voir sur les images, quelques devises n'ont pas encore été changées. Plusieurs questions se posent. Comment se passe l'échange de devises à Analakel et à Tsarlalan pour qu'une telle somme puisse y circuler en sécurité et surtout sans être vue ni connue? Selon des sources, ce n'est pas la première fois que ces personnes procèdent à de telles opérations, mais que cela a commencé depuis l'année 2011. Le colonel Ravoav Issaf Sambach affirme que ce milliard d'ariars sera transféré dans la caisse de l'État. Les responsables de la gendarmerie affirment qu'il est difficile, au vu de la somme saisie, de ne pas avoir des doutes quant à une tentative de blanchiment d'argent. Le SAMIFIN, organe de lutte contre le blanchiment d'argent, n'est pas au courant de cette opération. Elle est donc le fait de simples individus, affirme le commandant Andjemaïr Fanir. C'est également la première fois qu'un tel cas se présente. L'enquête suit son cours. Cette somme avait comme destination le sud de Madagascar. Pour quelles raisons? De nombreuses hypothèses sont évoquées. L'opération a-t-elle un lien avec le vol de bœufs, la fourniture d'armes et d'équipements bandits des grands chemins, les Dahal? Les pierres précieuses comme le saphir d'Ilagag pourraient convenir à un blanchiment d'une grosse somme d'argent. La situation stagne, les douanes constituent d'être de vrais passoires. 6 valises de tortue ont été exportées illicitement en Indonésie, d'après les informations recueillies par Alliance Voirgas. L'exportation frauduleuse a été faite d'une personne titulaire donc de 3 passeports différents. Ces informations ont été transmises aux autorités compétentes. Reportage.
C'est la 6e fois depuis le début de cette année 2014 qu'une exportation illicite de tortues a été démasquée par les forces de l'ordre, celle du 11 février, du 11 mars, du 10 mai et du 21 août dernier. La semaine dernière, un homme porteur de 6 valises douteuses a pris l'avion à Mahazang. Des tortues ont été dissimulées à l'intérieur de couches de bébés. Samedi, elles ont été par la suite transférées à Dar es Salaam avant de terminer leur voyage en Indonésie. D'après Anjian Jiamang, coordonnateur de l'Alliance Foire-Gas, ces tortues serviront d'animaux de compagnie. Dans les pires des cas, leurs carapaces seront transformées. Un Malagasy, un Comorien et un Indonésien sont impliqués dans cette affaire d'exportation illicite de tortues. Ces informations ont été transmises aux autorités compétentes telles que la CITES. L'on attend leur prise de responsabilité. Les auteurs de ces infractions encourent une peine pénale allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et le paiement d'une amende à hauteur de 1 milliard d'ariars. Une fois saisies, ces tortues devront être transférées dans leur habitation naturelle. Depuis 2001, la saisie de tortues s'est multipliée. 7855 tortues prêtes à être exportées illicitement ont été saisies entre l'année 2001 et 2010. La réouverture de la station MBS TV et radio enfreint la loi en vigueur selon le ministère de la Communication ce jour. Suite à la suspension des émissions de la MBS au mois de janvier 2009, son propriétaire devrait déposer une nouvelle demande d'exploitation. La réouverture de la chaîne de l'ancien président Ravalomanana concerne Antananarivo, d'après le rédacteur en chef de la station, André. Le projet de réouverture de la MBS fait suite à la requête de son personnel et de ses proches collaborateurs, d'après le directeur de publication de la chaîne. Une lettre informant l'imminente réouverture de la station a été déjà envoyée à différentes instances, au ministère de la Communication, au Premier ministre Kool Roger et au président Erezon Armapian. Ralevoita Joel, directeur de publication, a précisé que la MBS n'a pas volontairement cessé ses activités. Suite aux événements de 2009, la station a transmis aux autorités compétentes une lettre de mise en veilleuse. Le responsable de Malagasy Broadcasting System organisera une conférence de presse jeudi prochain afin d'informer le public sur leur imminente reprise d'activité. 80 stations audiovisuelles sont actuellement en attente de la levée de leur suspension. Le syndicat des journalistes mène le combat depuis des années pour la réouverture de toutes ces stations, selon Rakutnirina Gérard, vice-président du syndicat des journalistes. Dans le cas de la MBS, sans l'octroi d'une nouvelle licence, sa réouverture est une infraction à la loi en vigueur, d'après le ministère de la Communication. L'Office malgache d'études et de régulation des télécommunications de son côté a fait savoir que seul le ministère de la Communication est habilité à parler du cas de la MBS. La hausse du prix des carburants avant la fin de l'année est inévitable. Il existe encore 13 à 16% d'écart avec la vérité de prix d'après les données recueillies au mois d'août. La prochaine sera donc de ce fait plus importante. Les particuliers doivent s'apprêter à cette révision du prix à la pompe. C'est un reportage de Zora Koutinjin. Une hausse de 7% du prix des carburants est à craindre, soit une augmentation de près de 235 ariars par litre, sans une nette amélioration du cours de change et du prix du baril sur le marché international. Ces deux facteurs entrent en jeu dans la détermination du prix réel des carburants. Quant au prix appliqué à la pompe, il dépend des marges bénéficiaires des compagnies pétrolières. Sans aucun changement de la conjoncture économique, le prix de l'essence sans plomb pourrait frôler les 4 000 ariars avant la fin de cette année 2014. Il existe encore une différence de 400 à 500 ariars avant d'atteindre la vérité des prix des carburants. L'État prévoit d'appliquer la vérité de prix d'ici le mois de juin 2015, ce qui implique la révision du prix du litre de l'essence à 4 100 ariars durant le premier semestre de l'année 2015. Avec ce nouveau prix, la hausse du taux d'inflation est prévisible sans l'application de mesures d'accompagnement. Elle affectera sans aucun doute le pouvoir d'achat des ménages. La hausse de 10% du salaire des fonctionnaires ne changera pas grand-chose.
Le prix des voitures d'occasion connaîtra une hausse à partir du mois d'octobre prochain. Pour cause, les taxes et les impôts portant sur les importations de voitures vont être revus à la hausse. Elle ne sera pas tout de suite effective malgré l'augmentation de 5% sur les droits d'assises payés à la douane à l'arrivée. Gaëtan Gislav. La hausse de prix des voitures d'occasion est inévitable en raison de l'augmentation des impôts et taxes afférents. Les importateurs de véhicules d'occasion paient 2 fois des impôts. La TVA de 20% par voiture vendue est payée chaque mois. L'impôt sur le revenu de 20% des bénéfices payés chaque année. Viennent ensuite les droits de douane et les d'assises. Les droits de douane doivent être payés avant l'importation des véhicules. Si par exemple une voiture est vendue, 20% de son prix doit être payé avec les 5% de la valeur déterminée par la douane au vu de l'état du véhicule. Cela varie entre 300 000 à 500 000 arrières pour les voitures d'occasion de plus de 10 ans. Les droits d'assises sont également revus à la hausse. Ils doivent être payés avant le débarquement des voitures. Jusque-là, cette augmentation n'a pas encore d'impact sur les opérateurs et sur les prix. D'après les explications, la hausse des prix des voitures d'occasion peut aussi s'expliquer par la dévaluation de l'arrière. Les responsables de la Direction générale de l'impôt avancent que cette décision a été prise afin de faciliter le recouvrement des impôts dus. Ces hausses en série sont inscrites dans la loi de finances rectificative 2014. D'après les informations, la hausse sur les droits dites de carbone sera bientôt effective, au bénéfice du ministère de l'Environnement. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Des affrontements meurtriers à Sanaa, Yémen, à la suite d'une marche qui a dégénéré. Sur le terrain, la violence ne cesse de gagner du terrain au point que des manifestants yéménites ont été tués aujourd'hui par balle quand la police a fait barrage à des centaines de protestataires qui tentaient de prendre d'assaut le siège du gouvernement. Ils campent depuis des semaines dans et autour de la capitale pour réclamer l'éviction du gouvernement accusé de corruption. Je vous propose de regarder ce reportage de France 24. Bien décidés, ces manifestants chiites marchent vers le siège du gouvernement. Objectif, prendre d'assaut le bâtiment. Dans le cortège, on chante pour se donner du courage, avec le même slogan depuis des semaines, le gouvernement corrompu doit démissionner. En face, les forces de l'ordre font barrage. Mais pas question pour les manifestants de faire demi-tour. Pour qu'elles reculent, les policiers jettent de l'eau sur la foule, qui tient bon. La réplique est immédiate. La police anti-émeute tire à balles réelles sur les manifestants. Plusieurs personnes sont touchées. Et dans le cortège, la panique laisse place à la colère. Ils ont tiré directement sur les manifestants qui manifestaient en paix pour leurs droits. C'est un crime. Et Abdourado Mansour a dit en est le responsable. Pour les autorités yéménites, l'intervention des forces de l'ordre était nécessaire pour empêcher les protestataires de s'emparer des bureaux du Premier ministre. Car les manifestants ont déjà réussi à prendre le contrôle des accès au ministère de l'électricité et des télécommunications. Depuis 2 jours, ils empêchent les fonctionnaires de se rendre au travail. Depuis plusieurs semaines, ils campent à l'intérieur et autour de la capitale. En guise d'apaisement, le président Hadi a annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre et la baisse de 30% des prix du carburant la semaine dernière. Mais ce n'est pas suffisant pour ces manifestants houthis, car eux veulent faire tomber le gouvernement. Majoritaires dans le nord du pays, ces chiites sont accusés de vouloir étendre leur influence dans un futur État fédéral. 1 mois et demi après le crash du vol MH17, un premier rapport très attendu sur les causes de la catastrophe qui a coûté la vie à 298 personnes devrait lever aujourd'hui une partie du voile sur ce qui s'est passé le 17 juillet dans le ciel ukrainien. C'est toujours un reportage de France 24. Le Boeing MH17 a bien été abattu. C'est la conclusion de l'agence néerlandaise de sécurité aérienne. Le rapport des enquêteurs précise que l'avion s'est disloqué en vol, perforé par un grand nombre de projectiles à grande vitesse. Pour les enquêteurs, il n'y a pas eu d'erreur technique ou d'équipage. Il se peut donc bien qu'un tir de missile ait causé le crash de l'avion le 17 juillet en Ukraine.
Le Boeing malaisien avait été abattu alors qu'il survolait un territoire contrôlé par les séparatistes pro-russes. À son bord, 298 personnes, les 2 tiers étaient néerlandaises. Une zone de conflit où les inspecteurs néerlandais n'ont pas pu se rendre car ils craignaient pour leur sécurité. L'enquête a donc été réalisée sur la base des éléments recueillis grâce aux boîtes noires de l'appareil, mais aussi à l'aide des photos, des vidéos et des données des autorités aériennes. Pour l'heure, on ne sait donc toujours pas qui est responsable du probable tir de missile. Une question à laquelle le ministre malaisien des Transports a promis de répondre. Quelqu'un est responsable de cet accident. Quelqu'un a forcément appuyé sur le bouton et a abattu l'avion. Nous finirons par trouver de qui il s'agit. Kiev et les Occidentaux soupçonnent les séparatistes pro-russes d'avoir tiré sur le Boeing avec des équipements fournis par la Russie. Moscou et les insurgés nient et accusent les forces ukrainiennes. Alors que la Malaisie vient d'envoyer 30 policiers et experts sur les lieux du crash, les Pays-Bas vont réaliser une enquête complémentaire avant la publication du rapport final l'été prochain. L'émission Mirror and Stress avec Alevida juste après ce journal, suivi donc de 2 films. Une semaine, pas comme les autres, un film comédie. Et si vous avez regardé Détour mortel 3 hier sur Cool TV, ne ratez pas la suite. Détour mortel 4 ce soir, en fin de soirée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée.